Depuis plus de 15 ans, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, le CRILC, organise un cycle de rencontres annuelles avec des écrivains et des écrivaines québécois. Ces rencontres sont animées par des chercheurs en littérature, aussi bien jeunes que plus aguerris, ce qui permet de mettre en dialogue les textes, les auteurs et les savoirs. Cette saison, les rencontres d'écrivains et d'écrivaines du CRILC portent sur la bande dessinée, un genre qui a pris un essor fulgurant au Québec dans les 20 dernières années. Les auteurs que vous entendrez appartiennent à des générations différentes et ont tous publié dans des genres très variés. La bande dessinée féministe, l'album narratif historique ou encore le journal intime graphique. Nous accueillons aujourd'hui l'auteur Francis Desharnais, qui a récemment fait paraître La Petite Russie, une bande dessinée saluée par la critique qui se déroule dans l'Abitibi des années 40 à 60. On lui doit également d'autres albums, dont Burquette et Les Chroniques d'une fille indigne. C'est Michael Iberlé-Sinatra, professeur de littérature anglaise à l'Université de Montréal, qui anime cet entretien. Il enseigne la bande dessinée depuis plus de 15 ans et travaille d'ailleurs actuellement sur un livre d'entretien avec des BDistes québécois. Eh bien, bonsoir à tous, qui a le grand plaisir ce soir d'animer une des séances du CRILC sur les rencontres avec les auteurs de BD québécoises pour la séance 2019-2020. Et Francis Desharnais est mon invité. J'avais suggéré il y a quelques mois qu'il fasse partie de cette série, donc ça m'a fait très plaisir de non seulement le voir, mais d'avoir l'opportunité de m'entretenir avec lui. Bonsoir Francis. Bonsoir Michael. Et donc, je vais avoir quelques questions pour toi, pour les échanges, un petit peu plus au niveau ton histoire, parcours, tes habitudes de travail, et puis après on va parler un petit peu, on finira par, et pour ceux qui sont dans la salle, La Petite Russie, qui est le dernier ouvrage de Francis. Donc peut-être un petit peu pour commencer d'une manière un peu plus large, tu veux nous dire un petit peu comment tu t'es mis en fait à la BD, à quel moment c'est devenu ta job full-time, mais aussi ton intérêt, tu as toujours crayonné depuis l'enfance ou Bon, c'est un peu, c'est presque un cliché là, de dire je dessine depuis que je suis tout petit, mais bon, c'est vrai. La plupart des gens dessinent, mais à un moment donné, il y en a plusieurs qui décident d'arrêter. Moi, j'ai continué et en fait, j'ai appris à lire avec la bande dessinée. Mon père me lisait les classiques, là, Astérix, Lucky Luke, Tintin. Puis, c'est comme ça que moi, j'ai appris à lire et que mon initiation à la bande dessinée s'est faite. Donc, ça a été très, très jeune que je suis tombé sur cette façon de raconter des histoires. Puis bon, en dessinant, je me mets à recopier les dessins de justement des livres que j'aime, des Lucky Luke, des Schtroumpfs, des trucs comme ça. Puis petit à petit, je me mets à vouloir raconter mes propres histoires. Même à 6 ou 7 ans, je faisais des petits livres dessinés tout croche avec des histoires encore plus croches. Et c'est comme ça, puis je les brochais. Puis bon, ça faisait des genres de livres, entre guillemets. Puis c'est vraiment, je dirais, au secondaire où j'ai pris des cours. Moi, je suis un gars de Québec, ça fait longtemps que j'habite Québec. Et au secondaire, il y avait un atelier qui s'appelle les ateliers Imagine, qui offrait des cours de bande dessinée. Donc, mes parents m'avaient inscrit là parce qu'ils savaient que j'aimais ça, tout ça. Puis c'est vraiment là que j'ai appris à faire de la bande dessinée, à utiliser des vrais cartons, des vrais feutres, à faire les vraies étapes de travail, scénario, crayonné, ancrage, coloration, tout ça. Donc, c'est vraiment là, je dirais, pendant 5 ans, les 5 ans du secondaire, j'ai vraiment appris comment que ça fonctionnait, une bande dessinée, comment on pouvait raconter des histoires. Et j'ai toutes sortes de profs, dont certains qui sont toujours actifs dans le milieu, comme André-Philippe Côté, qui est caricaturiste au Soleil, JF, qui publie chez Soleil, qui publie chez Glénat, qui a publié un peu partout en Europe. Et puis Michel Giguère, qui est un intervenant en bande dessinée à Québec, qui est aussi très actif. Je vous le recommande. Il y a une conférence qui s'intitule « Le roman graphique n'existe pas ». Donc, ça pourrait peut-être vous intéresser. Donc, c'est vraiment là que j'ai appris, mais sauf que là, on parle de, quand je termine mon secondaire, on parle de 1994. La bande dessinée au Québec, c'est à la limite du moribond, j'ai envie de dire. Il se passe
pas beaucoup de choses. Il y a un ou deux magazines. Crow va mourir en 95. Il y a Ça fait rire, mais je suis encore trop jeune pour... puis il y a pas beaucoup d'éditeurs. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour publier. Donc, je décide de ne pas en faire une carrière et d'aller vers le graphisme, ce qui m'apparaissait être le plus proche de la bande dessinée parce qu'il y avait du dessin. J'ai assez vite déchanté, ça n'a rien à voir. J'ai beaucoup aimé ça, j'ai adoré. J'ai fait une technique au cégep en graphisme. J'ai adoré faire ça, mais c'était pas de la bande dessinée. Par la suite, j'ai travaillé un petit peu en graphisme, puis j'ai bifurqué vers le cinéma d'animation. Et de fil en aiguille, eh bien, j'ai réalisé un film avec l'Office national du film du Canada. Et ensuite, on m'a offert la possibilité d'être assistant à l'animation sur un court-métrage, mais en France, à Paris. Donc, l'ONF m'a envoyé en France. Et là, c'est là que je me suis dit, là, je veux me remettre à la bande dessinée. Le contexte au Québec avait beaucoup évolué. Il y avait beaucoup plus d'éditeurs. Il y avait même, on commençait à en parler dans les médias. La série Paul existait depuis quelques tomes déjà. Donc, ça donnait le goût là, de s'y remettre. Puis, en France, j'ai eu comme ma première idée qui va mener à Burkett en 2008. Donc, voilà, si je fais le parcours avant BD, là, c'est résumé, c'est pas mal ça. Ah, super, merci. Donc, tu parles de Burkett, ça va être peut-être un premier exemple pour voir si ta méthode aussi a changé un petit peu, mais comment est-ce que tu expliquerais de ton côté ton processus créatif un petit peu pour les livres? Alors, les livres sont assez différents les uns des autres, il y en a certains qui sont avec des collaborations, puis j'ai une question un de ceux après qui vient, mais en règle générale, est-ce que c'est l'inspiration, une idée, une pomme qui te tombe sur la tête dans le jardin? Comment ça se passe? Les premiers livres, ça a été beaucoup inspiré un peu de l'actualité. Je consomme beaucoup l'actualité, les journaux, la radio, téléjournal, tout ça. Ça m'intéresse beaucoup. Puis, quand j'étais en France, mettons, là je donne l'exemple de Burkett, il y avait un débat sur la présence des signes religieux à l'école. On parle de 2004 à l'époque. Donc ça a été une des premières étincelles, je dirais, pour penser à Burkett. Ensuite, plus tard, quand j'ai fait La Guerre des Arts, c'était un peu en réaction avec les commentaires qu'on pouvait entendre dans les radios d'opinion sur les artistes. Donc, j'avais envie un peu de répliquer à ma façon sur un peu ce discours-là qui était tenu et qui l'est toujours, malheureusement. Donc, chaque livre a sa méthode de travail. Puis même que là, ça commence à être un peu angoissant parce que je me dis, mais chaque livre que je fais, que je l'aime bien, je lui trouve une nouvelle façon d'être conçu. Même la petite Russie, ça a été une autre façon de travailler. C'est comme si à chaque fois, il fallait que je réinvente la façon de travailler, la façon d'aborder le métier. Pardon. Ceci dit, je dirais, s'il y a des points communs entre, mettons, Burkett et la petite Russie, c'est que le dessin et le texte viennent en même temps. Quand je collabore, quand je scénarise pour d'autres, là, j'écris un scénario, mais même là, dans le scénario, on pourra en reparler, mais j'ai eu des différentes façons d'aborder le scénario. Mais pour La Petite Russie puis Burkett, ça a été vraiment... j'esquissais le dessin en même temps que je plaçais le texte. Puis même La Guerre des Arts, quelque part, c'était un peu ça, dans le sens où j'avais un peu cette espèce d'idée d'exercice de style, de répéter les mêmes cases plusieurs fois dans une page. Donc, j'avais fait les dessins tout d'abord, et ensuite, dans un logiciel de mise en page, je pouvais venir copier, coller et mettre le texte directement. Donc, il y a quand même un peu cette constante-là que le texte et l'image apparaissent en même temps. Je trouve que c'est un peu difficile de ne pas les marier dès le départ, quand je travaille tout seul. Quand on fait des collaborations, là, c'est
c'est une autre paire de manches. Mais pour moi, je me rends compte que c'est une méthode qui me va bien. Peut-être on va anticiper ma question sur la collaboration, vu que tu viens de le mentionner. Donc, comment est-ce que ça marcherait? Parce que si mémoire est bonne, maintenant, on est à 4 Collaboration? Oui, collaboration. Oui. Mais donc, une où tu étais scénariste, oui. ce qui est aussi évidemment un renversement, pour Motel Galactique, les trois volumes. Oui. Comment est-ce que dans ces cas-là, ça se passe? Comme tu disais que c'était un petit peu différent. Encore une fois, on t'approche, c'est toi qui soumets l'idée, c'est une tierce partie qui vous met en contact. Chaque fois encore différent. C'était tout ça. Motel Galactique, Pierre Bouchard, qui est le dessinateur, est un ami. Et on discutait de cette espèce de notion, des fois, qu'on entend en art, qui est de se mettre en danger. Une expression que je trouve un peu échevelée, j'ai envie de dire, parce que on n'est jamais vraiment en danger, je veux dire, physiquement. Mais ça veut, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est d'essayer des nouvelles pistes, d'essayer des nouvelles façons de raconter. Puis Pierre avait sorti un livre qui s'appelait L'île aux ours, qui était très autobiographique, l'histoire d'un jeune au lac Saint-Jean qui raconte sa vie d'adolescent au lac Saint-Jean avec des 4 roues, des skidoo, des camps de chasse, puis des bras sur le bord de la plage. Puis je disais, mais tu sais, comme toi, par exemple, Pierre, ce qui t'éloignerait de ça serait de faire de la science-fiction, ça serait un peu le contraire. Fait que là, c'est comme ça qu'on est venu, on a fait une très courte histoire de quelques pages où je lui écrivais un texte. J'écrivais pas encore case 1, case 2, page 1, il se passe ça, case 1, il se passe ça de telle façon. J'y allais vraiment sur un texte continu, presque en prose, là, presque une nouvelle là, à la limite. Et je lui donnais ça et lui s'arrangeait pour faire le découpage et mettre en image le texte. Petit à petit, il arrivait parfois dans Motel Galactique que j'avais quand même des idées plus précises de ce que je voulais voir, de ce qui devait être raconté. Donc là, je lui disais, case 1, il se passe ça, case 2, il se passe ça. Puis moi, je me disais, Pierre, faut connaître un peu son dessin, mais c'est un dessin très, très libre, qui se borde pas des conventions de la bande dessinée, puis même au niveau du dessin, je veux dire, c'est un gars, il va au crayon de plomb, il efface, il est content qu'on voit les traces de l'efface. Moi, j'aime ça, là, ça fait un dessin très, très brut, tu sais. Mais moi, je me disais, ça l'intéressera pas d'être un peu encarcané, encadré avec des cases 1 contre-plongées, le personnage 1 dit ça, tu sais. Puis finalement, il m'a dit, non, j'aime bien parce qu'en fait, ça lui évite ce travail-là. Ça lui évite de se casser la tête. Puis de toute façon, bon, j'ai continué là, à lui donner plus d'indications précises, mais anyway, il faisait à sa tête. Donc, de toute façon, ce qui est important, c'était qu'il fasse à sa tête. Parce que ça, c'est un plaisir comme scénariste, c'était que tu t'écris ton scénario, tu l'envoies au dessinateur, bon, tu as une idée de à quoi ça va ressembler, mais là, tu reçois le vrai truc et tu redécouvres, tu relis ton histoire, puis c'est vraiment génial. En plus, Pierre, ce qui est le fun, c'est qu'il rajoute une couche de gag. C'est que moi, j'essaie d'être drôle, mais lui, il en rajoute des plus drôles, tu sais. Donc, ça fait quelque chose de très spontané, très vivant, une façon de travailler qui va beaucoup m'influencer jusqu'à la petite Russie, j'ai envie de dire. Le côté spontané qui n'est pas évident à garder, qui n'est pas évident à conserver, étant donné que la bande dessinée, c'est un peu de refaire plusieurs fois le même travail. Une première fois en scénario, une première fois au découpage où tu réécris, tu dessines. Ensuite, tu fais le crayonné. Là, tu dessines. Donc, ça fait déjà 2-3 fois que tu repasses, tu refais la même histoire. Et puis finalement, il y a l'ancrage qui est comme l'étape finale où encore là, pour une 5e fois, tu refais le même travail. Donc, la spontanéité peut se perdre assez rapidement dans la bande dessinée. Donc, c'est pour ça que de travailler sur Motel Galactique m'a beaucoup apporté à ce niveau-là. Puis j'ai envie de dire, cette spontanéité-là, j'ai essayé de la conserver avec La Guerre des Arts. En travaillant dans un logiciel de montage où je pouvais passer d'une case à l'autre sans me soucier du dessin, parce que le dessin était déjà fait. Je pouvais juste
aligner les cases déjà existantes et ensuite ajouter le texte à l'ordinateur. Et je pouvais conserver justement une façon très spontanée d'écrire de la bande dessinée, ce qui est pas commun étant donné ce que je te disais, là, les différentes, les multiples étapes qui demandent de refaire la même histoire. Je dis beaucoup de choses, là. Non, mais c'est parfait, on est là pour t'entendre, et c'est fort intéressant. Peut-être pour l'aspect technique, alors, encore une fois, pour rebondir sur ce que tu viens de dire au dernier, tu parles d'ordinateur et tout ça, est-ce que là aussi on a une évolution, 10 ans entre Burkett et Petite Russie, dès 2008, tu étais plus tablette, ordinateur, ou Burkett c'était plus, encore une fois, le petit croquis retravaillé? Est-ce que, par exemple, dans Salomé et les hommes en noir, on voit à la fin certains de tes croquis que tu as fait quand tu allais te promener dans Outremont, donc ça c'est une chose où on a gardé un petit peu des traces, et puis pour la Petite Russie, tu en avais mis aussi un peu sur ton site web, il y avait aussi quelques planches comme ça de travail. Mais comment tu travailles? Comment tu as évolué au niveau technique, là, si on voulait penser s'arrêter une seconde? J'ai pas tellement évolué, en fait. J'ai toujours fait, je dirais, c'est peut-être juste, il y a La Guerre des Arts qui est une exception parce qu'il a été conçu beaucoup à l'ordinateur. Burkett puis la Petite Russie, j'ai fait les étapes avec le découpage où je mets mon scénario tout de suite avec l'esquisse scénarisée, on va dire, suivi du crayonné, suivi de l'ancrage. Même chose pour la Petite Russie. Salomé, c'est un cas un peu à part parce que c'est vrai, on parlait des collaborations tantôt. J'ai pas du tout fini, mais en tout cas, on y reviendra. Mais Salomé, c'est un livre jeunesse qui se passe dans le quartier Outremont à Montréal, un quartier composé à environ 20% par une communauté juive hassidique. Et le livre raconte l'histoire d'une petite fille qui atterrit dans ce quartier-là et qui se pose beaucoup de questions sur ce qu'elle appelle les hommes en noir. Donc, elle veut en savoir beaucoup. Ça, c'est Valérie Amirault, professeure en sociologie à l'Université de Montréal, qui avait beaucoup aimé Burkett, qui avait beaucoup aimé mon approche de Burkett. Elle avait aimé Burkett parce qu'elle trouvait que je faisais pas dire des choses à des musulmans, du moins pour la majorité de la BD, c'est que je prenais un point de vue un peu occidental, québécois même, pour raconter cette histoire-là. Et puis là, elle avait ce projet-là de faire un livre inspiré de sa fille, parce que toutes les deux habitent toujours Outremont. Donc, c'est de là que vient le livre. Et moi, je m'étais dit, ce livre-là m'intéresse, mais il m'intéresse pour une raison bien précise, c'est que j'ai envie d'entrer en contact avec des gens de la communauté juive hassidique, une communauté quand même réputée fermée. Bon, c'est pas tout le monde qui peut y avoir accès. Donc, je me disais, moi je veux ça. Je veux que le dessin puisse me permettre d'entrer en contact avec ces gens-là. Puis pour me documenter, j'avais un petit carnet de quelques pouces par quelques pouces, je ne sais pas trop, là, peut-être 4 par 5 pouces. Et je me postais sur le coin des rues où j'allais dans les parcs, où je me promenais dans le quartier pendant quand il y a Sukkot, quand les espèces de petites cabanes qui sont là pour un temps précis de l'année. Bon, et puis ça, j'esquissais très rapidement. C'était vraiment des croquis. Donc, c'était très, très, très rapide, fait en quelques secondes, mais qui souvent permettait de capter une posture, une ambiance, une situation. Donc, avec cette méthode-là, Valérie m'a fait entrer en contact avec des rabbins. J'ai pu assister à une cérémonie du Shabbat. J'ai pu visiter une synagogue. Donc, j'ai pu entrer un petit peu. Je peux pas dire... j'ai rencontré des gens. Je dirais pas que je suis entré en contact là,
ce qui serait peut-être un trop grand mot, mais quand même, j'ai eu des échanges, puis j'ai pu assister justement à quelques événements comme ça. Et à chaque fois, je croquais, je dessinais très rapidement dans mon petit cahier. Et puis, les dessins sont quand même chouettes, sont quand même jolis, même s'ils sont exécutés très, très rapidement. Donc, avec l'éditeur, on en est venu à la conclusion que ça s'irait bien d'intégrer ces dessins-là dans le livre. Donc, c'est pour ça que dans les livres, il y a des parties bande dessinée vraiment plus classiques où c'est Salomé, la petite fille, qui est avec sa maman dans le quartier, qui pose des questions, tout ça. Et les chapitres sont entrecoupés de pages de croquis. Donc, des trucs un peu plus libres et qui parlent vraiment un peu du quartier, de la vie du quartier. Donc, ça a été une collaboration qui a été faite. C'est ça, c'est Valérie qui m'a approché et on a travaillé comme ça. Une autre collaboration, ça a été pour les chroniques d'une fille indigne. Pardon. Là, c'est l'éditeur qui nous a mis en contact, qui nous a dit, je connaissais un peu Caroline Allard pour son travail sur les chroniques d'une mère indigne. Puis, l'éditeur nous a proposé de nous jumeler. Puis, j'étais bien intéressé. Dans ce cas-ci, dans le cas de Caroline Allard et de Valérie Amiro, c'est moi qui dessine. Et elles étaient les scénaristes dans l'ensemble. Quoique pour Valérie, j'ai quand même fait un bon boulot de scénariste aussi, mais disons que c'est elle qui me fournissait en situation puis en événement. Et pour les premiers aviateurs, pour parler d'une autre collaboration que tu as eue, Oui, pour les premiers aviateurs, Alexandre Fontaine-Rousseau, c'est un ami. C'est quelqu'un qui est très impliqué dans la bande dessinée au Québec. Puis il avait beaucoup aimé la façon de travailler. En tout cas, il avait beaucoup aimé La Guerre des Arts. Il avait dit hey, ça a l'air le fun de faire un livre comme ça a l'air à se faire vite. T'sais. Puis là, moi, j'étais pas tant motivé de refaire ce genre de truc-là, mais travailler avec Alex, travailler avec un ami, ça m'intéressait. Donc, je sais pas trop, la légende veut que ce soit moi qui ai suggéré l'idée des premiers aviateurs, puis lui est parti avec ça. Puis finalement, on a fait le livre, puis on s'est bien amusé. Puis là, j'attends, il est supposé me fournir un scénario pour un peu le deuxième pendant du diptyque qui va porter sur la course à l'espace entre les Russes et les Américains. Ça devrait être bien drôle. Alors, si on revient un peu en arrière au niveau plus peut-être théorique, un peu de ta réflexion, on a parlé un peu de ta technique de travail et tout ça. Est-ce que toi, tu te vois aussi, évidemment dans un milieu avec 10 ans de publication qui a évolué, comme tu l'as mentionné maintenant, comment est-ce que tu as vu ta propre place de BDiste se grandir? Donc récemment, tu étais en France pour un petit peu la petite Russie, tu as eu plusieurs prix récemment pour cette BD-là, tu en avais déjà eu auparavant, mais si on regarde un peu sur 10 ans, comment est-ce que tu vois la BD au Québec, comme tu parlais des années 90 et des changements, de ta perspective à toi et du style de BD que tu fais? On a tous vu la dernière BD d'Astérix qui va être le livre le plus vendu, qui s'attend de toute catégorie. Ça. Comment est-ce que la BD a un peu évolué pour toi et ton sentiment d'être BDiste toujours encore plus fier chaque jour qui passe, ou comment ça se passe? Oui, tout à fait. Quand j'ai commencé en 2008, je trouvais que c'était une très belle période justement pour se lancer dans la bande dessinée parce que justement il y avait de plus en plus d'éditeurs. Les éditeurs publiaient des bons livres, des livres qui moi m'intéressaient, qui s'inscrivaient un peu dans ce qui se passait à l'échelle internationale. C'est-à-dire, si je pense à l'association en France, les livres un peu que La Pastèque et puis Mécanique Générale sortaient s'inscrivaient un peu dans cette lignée-là où l'autobiographie était très présent et tout ça. Puis maintenant, 12 ans plus tard, c'est juste mieux. Il y a encore plus d'éditeurs, surtout il y a encore plus de lecteurs. Les gens semblent s'intéresser de plus en plus à la bande dessinée. Il y a tout le secteur jeunesse qui a explosé dans les dernières années. Et l'intérêt semble pas vouloir semble pas vouloir baisser. Non, moi, en tout cas, il y en a qui vont même jusqu'à parler d'âge d'or. Là. Ça, on va le savoir juste dans 30 ou 40 ans. Là. Mais peut-être.
c'est pas complètement exclu, là. Et lié à ça, peut-être alors, est-ce que tu vois aussi une différence, tu parles des auteurs québécois un peu de la France, comment est-ce que tu vois l'aspect francophone peut-être de la BD quand on pense, tu sais, l'aspect culture populaire, évidemment, les films les plus populaires au cinéma, Martin Scorsese à beau râler, c'est les séries de super-héros mis en film. Est-ce que tu vois aussi un positionnement particulier aux BD francophones par rapport à un autre type de marché, ou est-ce que c'est vraiment, évidemment, le Québec et le Canada, c'est autre chose. La guerre des arts a été traduite en anglais, corrige-moi, mais les autres non, ou ça Non, pas encore. Non, c'est ça. Donc, comment est-ce que tu vois? Est-ce que c'est des choses auxquelles autrefois tu essaies de travailler, ou est-ce que tu penses qu'il y a une spécificité, peut-être à l'aspect, pas forcément québécois, mais au moins francophone, qui ferait que pour certains, ce serait un peu différent? Vaste question. C'est un peu difficile de répondre. Peut-être on va commencer pour Ouais, toi. peut-être. Par exemple, Québec par rapport à la France. Quand tu es allé en France récemment pour la tournée, là, de regarder des libraires en petite Russie, comment est-ce que tu vois les lecteurs français de BD par rapport à ceux auxquels tu connais toi mieux au Québec, si on veut parler francophonie dans ces deux contextes-là? OK. Ben moi, j'ai... Mon lien avec la France, je dirais, a commencé avec Burkett. Burkett a été disponible en France en 2008 et il a fait parler de lui, la BD a fait parler d'elle un peu lors de sa sortie à cette époque-là. Et ensuite, ben moi, j'ai changé d'éditeur et j'ai plus été présent sur le marché pendant plusieurs années. Là, Pawpaw, les éditions Pawpaw sont présents en France depuis 3 ans, 3 ou 4 ans, je n'ai pas les chiffres exacts. Et là, je suis allé à Angoulême presque à chaque année et je vois un intérêt pour cette maison d'édition-là. Je crois qu'il y a un intérêt pour les autres éditeurs. Bon, en fait, je pense à La Pastèque. Ils sont aussi présents. Il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs auteurs qui publient chez des éditeurs français, qui vont publier chez Glénat, qui vont publier chez Soleil, qui vont publier chez Delcourt. Donc, c'est comme un autre pan de la production. Ça peut être très différent. Il y a des gens qui font peut-être un peu plus de la commande pour les éditeurs français. Mais pour ceux qui font, bon, un peu comme moi, qui font et dessin et scénario et que c'est leur histoire qu'ils veulent, ben c'est quand même pas évident parce que la France, il faut savoir qu'il y a entre 4 et 5 000 nouveautés en bande dessinée à chaque année. Donc, c'est un marché qui est sursaturé, dans lequel c'est pas évident d'essayer de faire sa place. Donc, moi, je suis très heureux d'accompagner les éditions Pawpaw dans à essayer de dégager un peu, de taper une trail, si on veut, pour en France, mais c'est pas évident. C'est pas évident, mais l'avantage, c'est que le public français est curieux. Du moins, il y a une frange du public qui l'est curieuse. Donc, ça c'est enthousiasmant. Et puis, bon, à Angoulême, les fois que je suis allé, ben, le côté Québec, ben, ça attire bien quand même, dans le sens où tous les gens qui venaient, ou presque, étaient déjà venus au Québec, avaient quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui y habitait, ou avait un neveu ou une nièce ou un enfant qui y habitait. Donc, il y a quand même beaucoup de liens entre les deux pays, ce qui fait qu'il y a une curiosité de la part des Français. Après, ben, je pense qu'il faut pas lâcher, il faut continuer d'être présent, puis il faut pas arrêter. Mais c'est ça, c'est tellement gigantesque là, comme marché. Et pour la guerre des arts, donc, qui a été traduit, c'est toi qui avais fait la traduction des textes ou, non. Okay. Les éditions Pawpaw. En fait, les éditions Pawpaw ont démarré une autre filiale de leur maison d'édition qui s'appelle Pawpaw Press et qui a pour mission à l'origine de traduire ses propres titres et de les rendre disponibles en anglais et de pouvoir avoir accès au marché anglophone. Tout à l'heure, je disais que c'était difficile en France. Le marché anglophone a l'air encore pire à percer. C'est pas évident, c'est pas simple. Mais encore là, l'éditeur souhaite tout essayer pour
attirer l'attention, mais c'est une autre paire de manches, là. Okay. Donc, parce que je pense, pour les personnes dans la salle et ceux qui nous écoutent, il y a beaucoup de références dans La Guerre des Arts qui sont extraordinairement drôles, mais pointues. Très pointues. Donc, c'est pour ça que la version anglaise que j'ai enseignée aussi, c'était le côté comment trouver un petit peu ces références musicales ou d'autres, ou là. Donc, tu n'avais pas suggéré un petit peu, ou tu n'étais pas intervenu à ce niveau-là aussi, quand même, un petit peu Oui, la traductrice Helge Dacher m'a contacté justement pour qu'on essaie de voir de prendre des équivalences. Par exemple, Rock Voisine est devenu Lionel Richie. Mascouche, c'est devenu Albany. Puis bon, mais c'est drôle de penser à ça parce que bon, mettons Rock Voisine, bon, une star qui a eu des succès plus dans les années 90, très fleur bleue, qui plaisait avec les femmes, mais qui fait pas des trucs qui révolutionnent le genre, là, loin de là. Donc c'est comme, ok, là, fait que là on sort des listes, et puis Lionel Richie, ah ouais, Lionel Richie, c'est bon, ah ouais. Puis Mascouche, qui est devenu Albany, c'est parce que je ne sais pas si vous avez déjà pris l'autobus pour aller à New York, mais quand tu prends le bus de nuit, même 2 jours, j'imagine, il y a toujours un arrêt à Albany. Puis quand tu prends le bus de nuit, t'arrêtes là, il est genre 4 heures du matin. C'est moche. C'est une gare d'autobus. Moi, en fait, je connais que la gare d'autobus à 4 heures du matin. C'est un peu injuste pour Albany, mais ça me faisait l'effet d'une ville où t'arrêtes, mais tu repars assez vite. C'est un truc de transit à peu près uniquement. Donc, c'est un peu ça. Bon, c'est pas le même type. C'est pas une banlieue comme Mascouche. C'est pas le même esprit, mais je me dis, je pense que ça peut... Ça peut marcher. Non, ça marche très bien dans les 2 langues, effectivement. Oui. Et j'encourage ceux qui l'ont lu dans une langue de le regarder dans l'autre parce que c'est très drôle de voir les parallèles. On va passer à la petite Russie un petit peu maintenant plus en détail. Donc, ton dernier ouvrage paru l'an dernier. Un ouvrage évidemment très personnel. Donc, je vais te laisser peut-être en parler un petit peu au niveau de la genèse de l'ouvrage. Encore une fois, l'idée de celle-là, donc familiale, on va dire. Donc. Oui, c'est un livre que je voulais faire. Si mon souvenir est bon, je voulais le faire dès que j'ai commencé à travailler sur Burkett en 2008, où je me disais ça serait chouette que je raconte cette histoire-là. Cette histoire-là étant l'histoire de mes grands-parents, que dans les différentes réunions de famille qu'on a eues, autant événements heureux que moins heureux, l'aspect pionnier de mes grands-parents était souvent mentionné. Et moi, dans ma jeunesse et mon adolescence, pionnier, tu penses à des bûcherons, tu penses... c'est ce que j'avais en tête. Et je me disais, j'aimerais raconter cet aspect-là du Québec quand même. Trouver une façon, j'ai envie de dire, actuelle d'en parler. Parce que c'est sûr, il y a toute la littérature du terroir qui existe, qui se déroulait dans ces milieux-là. Mais je me disais, avec la bande dessinée, j'ai l'impression qu'il y aurait moyen de le raconter d'une façon un peu plus contemporaine. Et là, mon grand-père avait écrit un livre sur son expérience en tant que pionnier. Et là, j'ai réalisé que, en fait, c'était beaucoup plus que ça. Pour les gens dans la salle, après, j'ai apporté les livres sur lesquels je me suis inspiré pour faire La Petite Russie. Mais mon grand-père a écrit un livre sur son expérience dans le village de Guyenne. C'est un livre qui s'appelle Guyenne, 20 ans de colonisation sous le régime coopératif et après. Ça raconte l'histoire d'un village qui existe toujours, qui s'appelle Guyenne, et qui a la particularité de ne fonctionner uniquement sur le modèle coopératif. Donc, pas de maire, pas de conseil municipal. Les gars, toute la journée, ils bûchent du bois, ils enlèvent les souches, préparent la terre pour la culture. Et le soir, ils se réunissent en comité ou en assemblée pour
pour faire prendre des décisions concernant le village ou la colonie dans ses débuts. Ce qui fait que c'est une expérience, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'autres villages ensuite qui ont été ouverts de cette façon-là. Le gouvernement voulait faire un test, voulait voir, il y avait des chantiers coopératifs qui sont presque des petites villes qui permettaient justement de faire de la coupe, du travail de foresterie, mais d'avoir un village, ça... de permettre aux gens de s'organiser entre eux pour fonctionner, ça aurait pu être porteur d'un modèle qui aurait pu être disséminé un peu partout au Québec. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais il reste que ça a existé. Là, on parle de la fin des années 40. Et avec le support de l'Église. C'est quand même assez étonnant parce que l'Église n'a pas d'office vendu à ce type d'idée-là un peu socialisante. Mais comme ils étaient responsables de la colonisation et qu'ils voulaient essayer ce modèle-là, ben, ils faisaient partie de l'expérience eux aussi. Donc voilà, fait que, en lisant le livre, je me suis rendu compte de la richesse de l'expérience de vie de mes grands-parents. Je me suis aussi rendu compte de la complexité du récit, de ce que ça allait être de raconter ça, parce que dans le fond, il y a un peu trois niveaux d'histoire dans la petite Russie. Il y a l'histoire intime, l'histoire vraiment familiale, Marcel et Antoinette, mes grands-parents, leurs 11 enfants, sur leur terre, et puis bon, comment eux, ils évoluent dans le village et dans la société. Il y a l'histoire, en deuxième lieu, il y a l'histoire du village, sa création, les choix qui ont été faits collectivement, qui ont les bons coups comme les moins bons coups. Et là, on parle de la fin des années 40 jusqu'à la fin des années 60. Donc, c'est tout le Québec qui s'apprête à changer avec la Révolution tranquille et où on sent les germes un peu de cette révolution-là qui s'en vient. On sent l'exaspération, notamment des femmes qui étaient des machines à enfanter là, à cette époque-là. Donc, tout ça devait être présent dans la petite Russie. Fait que ça a été un peu un casse-tête d'agencer tous ces morceaux-là. Mais en même temps, ça donne un récit très, très dense, là. Puis je me suis rendu compte que, bon, c'est mieux d'avoir trop de stock que pas assez, tu sais. Donc tant mieux. Mm-hmm. Non, et c'est fascinant la manière dont tu arrives à justement entrecroiser ces histoires avec un aspect, encore une fois, très intéressant au niveau du paratexte. Et là, c'est une question pour toi, pour ton choix. Tu complémentes une bande dessinée qui en soi, donc à ce degré de complexité, on peut parler un peu de ton choix aussi, certains dessins et tout ça, mais tu rajoutes à la fin une postface d'un historien et même un glossaire un petit peu de certains termes avec un peu ton propre commentaires sur la fabrication de la BD. Donc, tu t'es senti... Est-ce que c'était par rapport, encore une fois, à la complexité des trois trames dont tu parles un petit peu, par exemple, ou l'aspect justement personnel qui ressortait, ou pourquoi est-ce que tu as fait le choix d'avoir un petit peu ce supplément, on va dire, à une bande dessinée qui aurait pu, en fait, quelque part s'arrêter à la fin, mais... Ouais, un peu tout ça, dans le sens où il y a presque, j'ai envie de dire, quelque chose d'existentiel dans mon désir de raconter la petite Russie. Bon, je l'ai déjà dit, puis j'ai l'air d'être très à l'argent quand j'en parle, mais c'est pas très payant faire la bande dessinée. Et j'essaie de prendre des projets qui me tiennent à cœur, mais à un moment donné, je sens l'essoufflement qui s'en vient. Je sens que je pourrais pas en faire sortir autant de livres dans les prochaines années. Donc, je vais devoir choisir les projets. Et à un moment donné, je me souviens plus à quelle époque, mais à un moment donné, j'avais comme 2 projets que je tenais à faire, et La Petite Russie était ce premier-là, qui était le plus important, en me disant, si j'arrive pas à faire ça, tout le reste aura pas tant valu la peine, parce que j'aurai pas fait celui-là. Donc là, il y avait cette volonté-là, donc de lui donner l'importance que je lui accordais, dans le fond. Ensuite,
faut dire que j'aime beaucoup, c'est très formel, là, mais en fait, j'aime ça, moi, les livres qui finissent plus, tu sais. J'aime ça, les livres où il y a plus que le récit. Je pense que en tout cas, l'exemple que j'ai en tête, c'est Le Seigneur des Anneaux que j'ai lu adolescent, où tu as le récit, mais après ça, tu as quasiment 100-150 pages d'annexes, puis de compléments, puis de ci, puis de ça. Et il y a toujours, chaque fois qu'il y a ça, j'aime ça, aller un peu plus loin que l'histoire. Fait j'avais cette volonté-là. Pour ce qui est de la postface, j'ai travaillé avec un historien pendant même la création de la Petite Russie. Je soumettais mes différentes étapes pour que l'historien puisse me dire me souligner les anachronismes, que ce soit au niveau du dessin ou même dans la façon de parler des gens. Il me disait, ah ouais, non, ton curé, là, il est trop moderne ou il est trop... donc, lui, je l'ai engagé pour ça. Puis après, c'était un peu normal que je lui demande un peu Au début, c'était supposé être une préface, mais après réflexion, on s'est dit que non, le livre se tient bien, la bande dessinée, l'histoire se tient bien en elle-même. On peut rajouter tout ça à la fin, puis ceux qui ne veulent pas le lire n'auront pas l'impression de manquer quelque chose, là. Puis bon... fait que c'est pour ça qu'on a demandé à l'historien d'un peu mettre en contexte, d'ajouter au contexte qu'il y avait déjà dans la bande dessinée. Le glossaire, c'est vraiment une volonté, un souhait que j'ai de partager l'histoire du Québec. Partager cette histoire-là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment dans une optique de partage avec beaucoup des nouveaux arrivants qui pourraient peut-être buter sur certains mots ou expressions. Parce que je pense que on traverse une période assez trouble, je dirais, avec toutes les questions d'identité et tout ça. Et sans vouloir excuser ou justifier, je voulais quand même un peu expliquer peut-être certains comportements face à la religion. Pourquoi on a ça si à fleur de peau maintenant? C'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a eu un passé qui était très... où ces questions-là étaient très présentes. Donc, c'est un peu cette volonté-là. Fait que c'est un peu tout ça, là. C'est envie d'en donner plus, puis envie de bien situer l'histoire de ce village-là, au-delà de l'histoire de mes grands-parents, et volonté de partager le mieux possible cette histoire-là avec le plus de gens possible. Et évidemment, quelque part, comment est-ce que tu a vécu la complexité d'avoir quelque chose d'aussi réel, à la fois personnel, familial, mais aussi évidemment avec l'idée qu'il y a d'autres experts du Québec, tout ça. Donc, c'est pas comme si toutes tes BD précédentes n'avaient pas des fois évidemment des liens avec le contemporain, mais tu as fait aussi des choses beaucoup plus inventives, alors que celle-là, on la sent à la fois très ancré dans un moment présent, entre guillemets, mais à la fois présent et retour. Mais c'est aussi un de tes ouvrages que j'ai trouvé les plus oniriques, la manière dont tu dessines là, je ne peux pas vraiment le montrer ou en parler par podcast, mais l'ouverture du livre qui évoque la fin aussi, et d'une beauté au niveau de la manière. C'est pour ça que je suis très content que tu as fait une postface et pas une préface, parce que ça aurait raté, je pense, cette mise en bouche un petit peu que tu fais avec les lecteurs. Mais donc, comment est-ce que tu as un petit peu négocié, encore une fois, de ton côté, les idées qui te venaient au niveau justement de la représentation individuelle, même si évidemment tu connais tes grands-parents et d'autres choses, mais ce double aspect un petit peu pour toi, c'était les contraintes qui t'ont stimulé aussi un petit peu, justement d'avoir l'historien qui te dit non, ton curé il parle pas exactement comme ça, ou une frustration de temps en temps où tu étais là, mais en même temps je fais une œuvre de fiction basée sur des faits réels. Ben voilà, ça a été la clé un peu de la création de La Petite Russie, parce que en plus, malheureusement, mes grands-parents étaient décédés. Mon grand-père était décédé, ma grand-mère est décédée quelques mois après que j'avais commencé à travailler sur La Petite Russie. Donc, j'avais pas accès à eux tant que ça pour me nourrir sur cette époque-là. J'avais Yolande, qui est un des personnages, qui est la sœur de mon grand-père, qui était en vie avec toute sa tête, qui m'a beaucoup nourri. Mais ceci dit, je me suis quand même posé certaines questions. La première, c'était, est-ce que je garde leur vrai nom? Parce que justement,
j'étais pas là, moi, en 1947, en 48. Je sais pas comment ils parlaient, je sais pas comment ils ont échangé sur ces questions-là, qu'est-ce qu'ils se sont dit. Mais, bon, vu que c'est quand même un hommage à mes grands-parents, j'ai quand même décidé de garder leur nom. Mais après, c'est vrai que je me suis dit, ben écoute, je vais essayer d'être fidèle et proche, mais je peux pas tout raconter. C'est pas non plus un documentaire. Il faut que je trouve mon plaisir là-dedans. Euh, Ça aussi, c'était un peu la clé de, d'arriver à passer à travers cette tâche-là. C'est de me dire, faut que je m'amuse, faut que j'aie du fun à raconter l'histoire. Et ça voulait dire, pas me stresser avec, mon grand-père, il aurait jamais dit ça comme ça, puis bon... Et ça impliquait aussi de me dire, la famille, il va falloir qu'ils le prennent tel quel. Je veux dire, après mes oncles, mes tantes me reviennent en me disant, ah oui, tel moment, ça s'est pas du tout passé comme ça. Puis bon, garde, c'est tant pis, tu sais, mais l'histoire, elle marche bien comme ça, tu sais. Donc, tu sais, j'ai essayé de respecter les événements importants de la paroisse. Les moments clés de l'histoire, mais il y a des trucs que j'aurais aimé raconter, mais qui n'étaient pas là, comme, mettons, l'incendie de l'église. Ça aurait été très, très graphique, mais j'avais déjà un incendie. Donc, j'avais déjà une idée d'incendie que je trouvais plus meilleure. Donc, je voulais pas mettre 2 incendies. Donc, j'ai vraiment quand même souhaité écrire une genre de fiction, là, inspirée de faits réels, comme tu as dit. Non, et ça marche très très bien. C'est aussi, quelque part, la spécificité du Québec est surprenamment universelle. C'est aussi ça que je voulais dire un petit peu tout à l'heure par rapport à la fois au niveau de ton dessin et des relations que tu mets en avant. On voit une maturité des échanges qui pourrait se prêter vraiment avec un côté plus international, justement par la complexité des rapports que tu mets en avant, où des fois on a à la fois ce détail de leur vie, mais qui pourrait être abstrait, sorti du contexte de la petite Russie, et qui donne un petit peu vraiment des échanges très émouvants entre les personnages, enfin je ne vais pas tout raconter, mais qui sont vraiment très touchants, à la fois au niveau politique, au niveau justement de la famille, cette question un petit peu du moment pré-années 60, de la manière dont on conçoit le rapport Église, qui évidemment a lieu dans plein d'autres pays. Donc ça marche particulièrement bien. Et en même temps, c'est vrai que j'ai vu ça comme, ayant le plaisir de te lire depuis maintenant un grand nombre d'années, même une maturité au niveau, c'est pour ça que j'évoquais le début, que j'encourage tout le monde de le lire et de venir le faire signer tout à l'heure, mais aussi de regarder comment tu as mis bien cette particularité de la BD, aussi des moments de silence. Et j'ai trouvé ça, c'est un style, évidemment ton style de dessin, qui passe pas du tout dans le podcast, mais pour ceux qui allaient regarder et acheter ces ouvrages, mais en particulier dans celui-là, je pense que le rapport image-texte, qui est toujours une complexité dans les BD entre le texte et la scène, marche particulièrement bien pour ce sujet qui est à la fois grave et drôle, et tu travailles très bien entre les deux pôles où on sourit, et on a des pincements de cœur, et on a aussi des moments où cette... à la fois une désertification du paysage, une transformation du paysage qui est vraiment mise en avant d'une manière très, très forte, puisqu'il y a un déracinement, il y a un travail physique de la terre qui est fait, mais qui est ramené toujours à ce rapport d'une communauté serrée qui se tient les coudes. Donc on a toujours un petit peu ces moments-là qui sont très touchants dans le livre, avec aussi des points d'humour. Donc là, après, on a envie de se dire, mais qu'est-ce que tu peux faire après? Donc là, parce que tu as mentionné, évidemment, on est tous curieux maintenant, 2 projets que tu voulais faire absolument, là, comme on arrive à la fin de notre heure d'échange. Est-ce que maintenant, 1 an plus tard, tu as le deuxième où tu t'es dit, OK, je peux me tourner vers celui-là, ou tu viens de mentionner une suite des premiers aviateurs, donc ça, c'est... Oui, ça va être le prochain, okay. La course à l'espace. J'aimerais ça faire une histoire d'amour. C'est un thème qui a été traité 1 milliard de fois à peu près. Pas que j'ai la prétention d'ajouter ou de révolutionner ça, mais de bien raconter une histoire d'amour, ça doit être quand même un bon défi. Je fonctionne beaucoup par défi quand même. Et j'ai un peu mon idée, mais je suis en train de me rendre compte que je suis peut-être pas encore prêt à raconter ça. Pour arriver à la petite Russie, il a fallu que je fasse tous mes autres livres avant
quand je me suis senti prêt à faire La Petite Russie, c'est parce que j'avais fait Burkett, parce qu'avec Motel Galactique, j'avais réussi à écrire en québécois. Avec La Garde des Arts, j'ai joué beaucoup avec les silences, justement. Fait que tous mes livres précédents ont apporté quelque chose qui m'a permis de faire La Petite Russie. Puis là, le prochain livre, ben, faut que j'y pense encore. Je pensais que j'allais être prêt là, cette année à le faire, puis je me rends compte que non, il me manque encore peut-être de la maturité là, pour parler de ça. Fait que j'ai peut-être d'autres expériences à faire avant de me lancer dans ce livre-là. Donc, il va arriver, mais je ne sais pas quand. D'accord. Et comme La Petite Russie a reçu déjà plusieurs prix et accolades, c'est bien que tu puisses profiter de cela et de continuer un petit peu d'en parler avec différents publics. Écoute, je te remercie beaucoup pour l'entretien qu'on a eu ce soir. Merci pour les bons mots sur mon travail. Merci d'avoir écouté cet entretien entre le BDiste Francis Desharnais et le professeur de littérature Michael Eberle-Sinatra. Un entretien qui s'est tenu à la librairie Le Port de Tête à Montréal. Pour découvrir d'autres auteurs, retrouvez tous les épisodes des rencontres d'écrivains et d'écrivaines du CRILC sur votre application balado préférée.